Le climat, comment ça marche? Les réponses partaient vraiment dans tous les sens dans les années, 70 quand il a commencé, ses recherches. Premier forage, premier résultat, comme l'évoquaient à l'instant ses opinions, de Français en 1977. Est-ce que ça a beaucoup changé depuis? Grand pédagogue et lanceur d'alerte infatigable depuis, des années, cet expert du GIEC, médaille d'or du CNRS en 2002, met en garde sur les effets du réchauffement climatique. Dans Le Monde cet été, il a encore estimé que si l'effondrement n'était pas imminent, il nous voyait plutôt griller à petit feu. Rendez-vous aujourd'hui avec le paléoclimatologue et glaciologue Jean Jouzel. Dans Climat passé, climat futur, il revient sur ses engagements, des grêlons aux glaciers, du travail de terrain au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et c'est une invitation à agir, ces mots, à travers un engagement et un parcours. Ils paraissent, ces mots, climat passé, climat futur, dans une nouvelle collection du CNRS édition de Vive Voix, qui donne la parole aux grandes voix de la recherche. Bonjour à vous, Jean Jouzel. Bonjour Olivier Gisbert. À vos côtés, le comédien Philippe Torreton, qui sera très prochainement sur la scène de la Scala à Paris pour la vie de Galilée de Bertolt Brecht. En février dernier, Philippe Torreton, quelques semaines avant les européennes, vous signez une tribune en défense du climat, ce combat contre le réchauffement climatique conditionnant à vos yeux le reste de toutes les autres questions, le reste de l'humanité. Galilée, Jean Jouzel, vous évoquiez tout à l'heure, Philippe Torreton, la modernité de ce texte. Est-ce que vous vous vivez comme un Galilée d'aujourd'hui? Non, je ne crois pas. C'est beaucoup plus. Je crois que la recherche dans laquelle nous vivons est beaucoup plus une recherche communautaire. Nous travaillons beaucoup en équipe. Ce n'est peut-être pas comme faisait Galilée. Ce n'est pas un esprit, disons, vraiment. Disons, je crois quand même qu'il était assez seul à l'époque. Et donc, je pense, et c'est un peu ce que j'ai essayé de dire dans cet ouvrage, disons, la recherche, nos travaux, ce sont vraiment beaucoup de collaboration, beaucoup d'efforts de communauté. Mais permettez-moi quand même une petite chose avant Olivia, c'est de remercier Philippe Torreton de cette tribune que j'ai lue, et puis quand même de tous les souvenirs qu'il me laisse, même du temps du Théâtre du Soleil. Du Théâtre du Soleil, non, Non, j'étais du pas au théâtre, non. Et d'un one-man show où... Non, il n'y avait pas un one-man show. Non, Ah, je non, j'ai croyais. pas fait de seul en scène. Ah oui, pas de seul en scène, Je confonds d'accord. avec alors. un autre acteur. Ouais. Donc, On va retrouver ça, mais il a été Cyrano de Bergerac, par oui, exemple. oui, ça je sais, aussi. mais je crois... Et il a déjà C'est été quoi le dans début une de vie de carrière Galilée. alors? Oui. Ah, j'étais à la Comédie Française. Ah oui, ça je sais, oui. Mm. Un. Bon, on va résoudre ça peut-être après et on revient, si Oui. vous le voulez bien, l'un et l'autre, au réchauffement climatique qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc pas Galilée, parce que moins solitaire, et vous la jouez plus collectif, Oui, je nous crois. dites-vous, Jean Jouzel. Et c'est ce que raconte effectivement votre parcours à partir de vos premières recherches, et puis tout simplement même de ce sujet de thèse qui vous tombe dessus comme une pluie de grêle, qui vous est proposé par l'un de vos mentors, qui restera très marquant dans votre parcours par la Oui, suite. effectivement, je crois que la vie d'un jeune chercheur est quand même assez... alors, bon, il y a des choix qu'on peut faire, mais il y a aussi, enfin, disons, des personnes qui comptent dans votre carrière. Ça a été le cas pour moi d'Étienne Roth, donc effectivement, qui m'a accueilli à Saclay en 1968, il y a maintenant 51 ans, voilà, et qui m'a proposé ce sujet de thèse qui était complètement hors norme, c'est-à-dire que c'est le commissariat à l'énergie atomique et maintenant aux énergies alternatives. Disons que Étienne Roth ce n'était pas du tout son sujet principal, mais il s'intéressait aux isotopes. Je ne vais pas être trop compliqué, mais tout d'un coup, il a compris que, disons, ce qu'il faisait au titre plutôt du CEA avait beaucoup d'applications pour regarder la nature, la comprendre. Et, disons, il m'a proposé une thèse sur la formation de la grêle qui a été passionnante et qui m'a conduit effectivement à être en parallèle, disons, à m'intéresser aussi très rapidement au climat, puisque dans le même laboratoire et pratiquement en même temps, eh bien, disons quelques mois après, début 69, je rencontre Claude Lorius, qui est un glaciologue éminent avec lequel, effectivement, j'ai partagé cette médaille d'or du CNRS, et qui, lui, travaillait sur les glaces polaires. En fait, il faut bien voir le lien entre les grêlons et les glaces polaires, les neiges et les glaces polaires. Dans les deux cas, c'est de l'eau gelée, dont la composition
dépend de la température de formation, de quelque sorte. Et c'est ça, disons, le guide vraiment de ma carrière scientifique. C'est vraiment cette idée d'appliquer l'analyse isotopique à la reconstruction, à la fois de la formation, d'abord à la reconstruction de la formation des grêlons, puis au climat passé, à celle des climats passés. Voilà, d'hier à demain, de la modélisation des climats passés au climat futur, au climat du futur. C'est d'ailleurs le titre donc que vous avez donné à cette conversation pour le CNRS Édition, les voix vives du CNRS. L'importance des scientifiques aujourd'hui, Philippe Torreton, Greta Thunberg, la militante écologiste, est arrivée à New York et ses premiers mots ont été tournés vers le président des États-Unis, Donald Trump, pour lui dire qu'il faut écouter la science. Vous évoquiez tout à l'heure, Philippe Torreton, les cardinaux inquisiteurs. Qui sont ceux d'aujourd'hui pour vous ? Qui sont ceux qui freinent cette pourrait parole ? tenter facilement de dire que ce sont les classes dirigeantes, où qu'elles soient politiciennes, économiques ou autres, mais je crois que nous-mêmes, nous sommes tous à la fois des Galilées et des cardinaux inquisiteurs. Moi-même, qui suis concerné par le climat, j'ai écrit des choses, je soutiens des pétitions, des textes appelant à modifier notre économie, notre façon de vivre, de partager les choses. Mais mon mode de vie, si les 7,5 milliards d'habitants de cette planète vivaient comme moi, il y aurait déjà plus de planète depuis longtemps. Donc nous vivons, nous, à crédit, même nous qui avons conscience de ça et qui militons, nous avons un mode de vie absolument incompatible avec, s'il était partagé, avec l'ensemble de la communauté humaine de cette Terre. Si tous les habitants de la Terre prenaient une douche ou un bain par jour, on ne s'en sortirait pas, on s'en sort déjà pas. Donc nous vivons sur le dos des autres. Nous vivons parce que les autres sont condamnés à la pauvreté. Et notre mode de vie les assujettit à ça. Ouais. Mais qui croire quand on entend des discours si différents ? Une maison en prévision de l'effondrement, un refuge pour être autonome. L'ancien ministre vert Yves Cochet a pris les devants de la fin du monde dans une vidéo réalisée par Brut et qui a été vraiment virale cet été, où il faisait visiter sa maison en Bretagne. Il y aura ici une tête et puis avec un bras articulé de telle manière qu'on puisse pomper l'eau qui est en dessous. C'est une pompe non pas immergée électrique, parce qu'il n'y aura peut-être plus d'électricité dans 15 ans, mais une pompe à bras, comme jadis. Oui, il n'y aurait plus d'électricité non plus. L'électricité, pour le moment en France, évidemment, pour 75%, c'est le nucléaire. Mais le nucléaire sans pétrole, ça n'existe pas. Et le nucléaire, c'est toute une chaîne depuis la mine, je ne sais pas, au Niger ou ailleurs, jusqu'à votre interrupteur pour votre télé ou votre lumière. Tout ça évidemment, c'est fait avec des camions. Toutes les initiatives là, qui existent aujourd'hui de voitures plus écolo... Quelle voiture écolo ? Quelle voiture écolo ? Quelle voiture écolo ? Dites-moi ce que c'est une voiture écolo, dites-moi. La Tesla, par exemple. Mais vous rigolez, mais il faut l'électricité, c'est ultra technologique. Il faut des terres rares, il faut importer de ces terres rares de Chine, etc. Tesla, non mais attends, c'est un fou qui fait des Tesla. Mais non, ça ne marchera pas. Les voitures électriques, les voitures autonomes, il n'y aura plus de voitures en 2040. Il y aura quelques calèches avec des chevaux, oui. Le mode de transport du futur en 2040, je dis 2040 comme ça, c'est dans 20 ans. C'est pas les bagnoles, c'est pas les avions, il n'y aura plus d'avions, il n'y aura plus de bagnoles, il y aura peut-être quelques bagnoles au gazogène, au biogaz, mais c'est le cheval. La collapsologie, cette science de l'effondrement qui stipule et postule que demain les besoins de base manqueront, que beaucoup n'y auront plus accès. Jean Jouzel, ce scénario catastrophe, est-ce qu'il est scientifiquement établi ? Non, je ne le crois pas de la façon dont, en tout cas, Yves Cochet le présente. Disons, en fait, nous avons, je crois maintenant, il y a à peu près 2 semaines, j'étais co-auteur d'une tribune dans Le Monde qui disait que, effectivement, la collapsologie peut avoir aussi, c'est le revers de la médaille, c'est que ça, disons, décourage les gens. Mais je vois vraiment que, disons, la théorie de l'effondrement marque beaucoup les jeunes. J'étais avant-hier à Thésée, donc près de Cluny, et disons, il y avait 500 jeunes, donc j'ai parlé de climat, et la moitié des questions était sur la théorie de l'effondrement et la collapsologie, donc sur ce dont Yves Cochet parle. Je pense que c'est une question de... Là aussi, c'est ce qu'on dit. En tout cas, disons, je ne veux surtout pas diminuer, disons,
les conséquences du réchauffement climatique. Elles sont quand même, disons, à échéance de 10-20 ans, en tout cas, elles ne sont pas... disons, il y a une capacité d'adaptation. Le vrai problème, c'est vraiment pour les jeunes d'aujourd'hui, dans la deuxième partie de ce siècle, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Pourquoi elle peut s'avérer contre-productive? Parce qu'en même temps, en faisant peur, elle provoque aussi une réaction. C'est ce que vous cherchez peut-être aussi à faire. Oui, aussi. Donc, je me pose la question, disons. On se pose la question. Enfin, il y a quand même des... enfin, bon, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'elle peut être un peu contre-productive. Donc, parce que aussi, pardon, ouais, ici, mais quand on propose des dates comme ça, des rendez-vous ultra précis, dès qu'on est dans le prédictif, il y a de fortes chances qu'on se trompe. Et si on se trompe, les gens se disent, bon, bah alors on s'est trompé là, on va se tromper encore. Donc on ne fait rien, puisqu'ils se trompent tout le temps. On prédisait quand même un manque de pétrole dramatique dans nos années, et qui n'est pas avéré. Donc faut se méfier de ça. Jean Jouzel. Oui, mais ceci étant, les conséquences du réchauffement climatique sont bien d'une dimension à complètement changer notre mode de développement, je dirais, oui, nos civilisations au sens large du terme vont être complètement impactées. Ça va être quelque chose d'essentiel au cours de ce siècle. Tout simplement parce que si on ne fait rien, effectivement, les conséquences seront importantes. On pourra y revenir si on a le temps. Mais si on veut agir, c'est vraiment tout de suite qu'il faut le faire. Ce sont aussi ces jeunes qui sont concernés. Agir tout de suite, puisque pour avoir des chances, disons, de s'adapter au réchauffement climatique, eh bien, il faudrait quand même limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport au point industriel, voire 1,5 degré. C'est le message du dernier rapport du GIEC. Mais pour cela, eh bien, pour limiter 1,5 degré, il faudrait diviser nos émissions par 2 entre 2020 et 2030, atteindre neutralité carbone en 2050. Même si c'est inscrit dans la loi en France, on voit bien la difficulté qu'il y aura à atteindre ces objectifs en France, en Europe, et bien sûr, c'est sur l'ensemble de la planète que ce devrait être le cas, et c'est effectivement extrêmement difficile d'imaginer que ce soit, disons, que nous allions vers ces diminutions d'émissions de gaz à effet de serre alors qu'elles continuent à augmenter actuellement. Une des conséquences, pour donner un exemple précis, et c'est aussi le GIEC qui nous alerte sur cette question, c'est la catastrophe alimentaire à venir à cause du réchauffement climatique, des prix qui vont fortement augmenter. Que préconisez-vous sur ce sujet-là? Donc il y a beaucoup, bien sûr, il y a très probablement une réflexion à avoir sur la démographie. Effectivement, je pense que, disons, une démographie galopante ne facilitera pas, disons, la sécurité alimentaire au niveau planétaire. Cette sécurité alimentaire sera effectivement affectée par le réchauffement climatique. Il y a des régions où il y aura des sécheresses à répétition. Les rendements agricoles risquent de diminuer en cas de réchauffement climatique relativement important. Et donc, s'y préparer, effectivement, c'est d'abord diminuer le gaspillage alimentaire. Il reste extrêmement important. Le régime alimentaire peut aussi aider et puis effectivement prendre le problème à bras-le-corps. Alors, du point de vue plus général, parce qu'on parle souvent de la démographie, qui est effectivement un des paramètres importants, aussi bien de la sécurité alimentaire que de la lutte contre le réchauffement climatique, puisque les émissions sont largement liées à l'augmentation des émissions, est liée aussi à l'augmentation de la population. Je pense quand même que ce n'est pas... je ne mettrai pas la démographie comme premier paramètre, disons, mais plutôt le comportement de nos sociétés par rapport comme le gaspillage, par rapport justement, oui, à la fois au gaspillage, mais aussi au mode de développement que nous allons, vers lequel nous allons. Alors, pour ne pas être confronté ou pour pouvoir agir sur les conséquences, encore faut-il bien saisir les causes du réchauffement climatique. Je vous propose de revenir un tout petit peu en arrière, une fois encore aux années 70, là où vous avez fait vos débuts de chercheur, Jean Jouzel, 79, avec ce dialogue entre Haroun Tazieff et Jacques-Yves Cousteau. Mais alors, vous voulez dire, si j'ai bien compris, que du fait de l'existence de cette masse énorme de gaz carbonique dans l'atmosphère, il y a une convergence qui se fait au niveau niveau du pôle? Non, il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc, à cause du réchauffement, 2-3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce pas?
et montée des eaux et donc noyade de toutes les côtes basses, c'est-à-dire New York et Le Havre et Marseille et Nice et Londres. Haroun Tazieff, vous êtes en train de paniquer les populations. Là, Non. Mais en plus, le risque concerne aussi bien l'émissaire nord. Le risque ne vient pas tellement du CO2. On commence à me casser les oreilles avec cette histoire de CO2. Il y a des risques bien plus graves qui sont les pluies de scories ou qui changent la teinte, la couleur de la glace. Ça, c'est beaucoup plus grave parce que ça permet à la glace d'absorber la chaleur et de fondre. Mais de l'industrie, justement. Mais ce sont des impuretés qui n'ont rien à voir avec le CO2. Qui avait raison finalement, Haroun Tazieff ou Haroun Jacques-Yves Tazieff avait Cousteau, raison. qu'on entend s'énerver, Jacques-Yves Cousteau avait, disons, ce qu'il a évoqué, disons, la pollution liée à la pollution de la surface des calottes glaciaires ou des montagnes, effectivement, favorise la fonte. Mais ça s'ajoute. Mais le premier phénomène, et Haroun Tazieff a complètement raison, les 2/3 de l'élévation du niveau de la mer actuellement, c'est 3 mm chaque année, 2/3 sont liés à la fonte des glaces, les glaciers Groenland, Antarctique, mais aussi les glaciers continentaux. Le reste, c'est lié à la dilatation de l'océan, l'océan se réchauffe et se dilate. Donc Haroun Tazieff avait pleinement raison et il a aussi raison, des élévations du niveau de la mer de 1 mètre à la fin du siècle sont vraiment de nature à mettre en danger certaines villes, certaines grandes villes planétaires, Tokyo, New York, Bombay, Calcutta. Si on l'avait écouté en 79, Haroun Tazieff, est-ce que peut-être on aurait pu empêcher ce qui s'est joué encore récemment en Islande, ce glacier disparu, Lhoksjökull, comment on l'appelle? Oui, c'est bien comme ça. De quoi il a été victime? Est-ce qu'on aurait pu empêcher ça? Non, du réchauffement, il aurait fallu effectivement s'y mettre tout de suite. Et c'est ce qu'on a failli faire. C'est-à-dire que le premier rapport du GIEC, c'est 90. 92, c'est la Convention climat à Rio. 97, le protocole de Kyoto, qui est presque bien dimensionné. Le problème du protocole de Kyoto, c'est que les États-Unis, ne le ratifient pas. C'est l'élection de George Bush plutôt que d'Al Gore en 2000. Et ça a mis, les objectifs du protocole de Kyoto n'ont pas été respectés. C'est aussi le fait que personne n'avait vraiment envisagé l'augmentation rapide des émissions en Chine. Mais nous sommes dans le même contexte, malheureusement. C'est-à-dire que l'accord de Paris nous a donné un espoir par son universalité. Et puis, cet espoir est un peu douché par le comportement de pays comme les États-Unis. Bien sûr, on peut aussi parler du Brésil, de l'Australie, de la Russie, qui ne s'engagent pas. Donc voilà, il faut vraiment une solidarité internationale qu'on n'a pas pour lutter contre le réchauffement climatique. 2002, Jacques Chirac, la maison brûle. Macron, 2019, la maison brûle, bis repetita, d'un sommet à l'autre, d'un rapport du GIEC à l'autre. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Je vous propose de revenir sur les mots du président Jacques Chirac à Johannesburg. C'était le 2 septembre 2002. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril. Et nous en sommes tous responsables. Voilà, notre maison brûle littéralement. Voilà comment Emmanuel Macron a repris cette phrase, ces mots chocs de Jacques Chirac en 2002. En marge du G7, Jean Jouzel, il y a eu un sommet des alternatives ou un contre-sommet à Hendaye, tandis qu'à Biarritz, donc, Emmanuel Macron a appelé à agir pour le climat avec cette mobilisation internationale, notamment en direction de l'Amazonie, victime touchée par de très gros incendies en ce moment encore. Qui fait le plus ou qui peut le plus aujourd'hui, Biarritz ou Hendaye? J'aimerais bien il faut que tout le monde se mobilise. Je crois que nos gouvernants ont un rôle à jouer important. Ils ont un rôle à jouer, bien sûr, des accords ambitieux comme l'accord de Paris, mais dont il faudrait d'ailleurs remonter l'ambition. Il faut le décliner au niveau national. C'est la loi sur la transition énergétique en France, qui est aussi ambitieuse dans les textes, mais qu'on n'arrive pas dont les objectifs ne sont pas vraiment respectés. Donc c'est le rôle de nos gouvernants. Mais il y a beaucoup de choses quand on va parler de mobilité, quand on va parler d'habitat, d'urbanisme, de développement d'énergie renouvelable, qui se jouent dans les régions, qui se jouent au niveau plus local, régional. C'est là aussi que l'action doit
avoir lieu, mais tout le monde est concerné. Les entreprises sont concernées, les ONG, bien sûr, les associations, l'éducation, c'est très important. Donc, je crois qu'il faut que tout le monde, il ne faut pas toujours, le citoyen également, chacun d'entre nous, disons, la façon dont nous nous déplaçons, la façon dont nous nous comportons chez nous, le domestique, dont nous nous alimentons, ça représente la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà un peu donc, il faut que tout le monde se mobilise, mais là, en l'espèce, ils ne se sont pas mobilisés ensemble. C'était les uns contre les autres. Mais je ne peux pas dire, on ne peut pas vraiment dire, c'est le citoyen tout seul qui va sauver le monde ou ce sont nos décideurs politiques. Il faut vraiment qu'il y ait convergence dans les actions. Et bon, je peux me permettre de citer quand même, je suis très impliqué actuellement dans la Convention citoyenne, donc pour le climat, qui est en train de se mettre en place avec 150 citoyens tirés au sort. Exactement, qui sont en train d'être tirés au sort en ce moment. Je suis impliqué. C'est une bonne initiative, vous qui avez justement mis en place aussi il y a 2 ans le pacte Finance-Climat. J'espère justement que c'est... Avec Pierre Laroutourou. Oui, j'espère que cette convergence entre, je dirais, ce que peut faire le citoyen, ce à quoi il peut s'engager, et puis les décisions politiques, vraiment se concrétisons à travers les conclusions de cette convention citoyenne. Ça, on verra dans 6-8 mois maintenant. Mais oui, j'ai un certain espoir. Il ne faut pas que ça ralentisse le mouvement. Au contraire, il faudrait que ça l'accélère. Mais si on parle à la fois de citoyens et je dirais, de gouvernants, eh bien, c'est, je crois, une initiative qui est en tout cas certainement intéressante et prometteuse pour le moment, je l'espère. Voilà, qui est née dans la foulée, dans le sillon du grand débat national, cette convention citoyenne qui est en train d'être mise en place avec l'idée de faire émerger des idées, des propositions aussi. Vous y participeriez volontiers, non, Philippe Torreton ? Si on me contacte, oui. Si on vous tire au sort. Moi, je suis pour toutes les initiatives. Je pense que je voulais savoir d'ailleurs votre point de vue là-dessus. Si la France était un pays extrêmement courageux, exemplaire dans sa façon d'agir à l'échelon national, est-ce que vous ne pensez pas que la voix de la France serait beaucoup plus forte et beaucoup plus suivie ? Parce qu'on a entendu la phrase de Chirac, reprise par notre président. On est assez fort pour faire des phrases. Je me souviens que Chirac, au sommet de Johannesburg, avait dit ça, en revenant en Europe, avait dit « Entre mes amis les pêcheurs et mes amis les poissons, je choisis mes amis les pêcheurs ». Donc, cette phrase, absolument pas suivie des faits. François Mitterrand n'a jamais quasiment parlé d'écologie, jamais. Exactement. Valéry Giscard d'Estaing, encore moins. C'est-à-dire qu'on a une classe politique assez hors sol, complètement coupée de ses réalités. Je pense que maintenant, le vent contraire est tel qu'ils ne peuvent pas faire l'économie de ça. Mais je pense que si notre pays était exemplaire dans ses tentatives, je dis pas forcément dans ses réussites, parce que c'est compliqué d'agir. Et là... Je suis pas là pour donner des leçons ni distribuer des bons points, mais c'est compliqué d'agir. On le voit bien avec la crise des Gilets jaunes, comment on a tenté de mettre des portiques sur les routes de Bretagne pour essayer de contrôler cette gratuité honteuse du transport routier, et on a vu ce que ça a donné. Donc ça demande énormément de courage, de conviction, mais je pense que... Enfin voilà, je voulais savoir si je pense que la France doit être exemplaire. Alors, elle l'est d'une certaine façon dans les textes. Ces textes sont ambitieux. Quand on regarde la loi sur la transition, il y a l'objectif de neutralité carbone. Maintenant, c'est comment on y arrive. Et cette ambition, elle peut au moins être portée au niveau de l'Europe. C'est effectivement ce que nous avons proposé avec Pierre Laroutourou, avec ce pacte finance-climat. Il y a c'est une initiative. En gros, les mots-clés de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est l'efficacité énergétique, c'est le mixte, mais c'est aussi la sobriété. Disons que l'efficacité énergétique, c'est consommer moins d'énergie pour faire les mêmes choses. La sobriété, c'est faire attention à ce qu'on fait. Mais il y a aussi les investissements, bien sûr. Et je voulais savoir, pardon, j'en profite, mais je voulais savoir, est-ce que le plus grand danger du nucléaire, bien sûr, on pourrait dire que c'est les radiations, mais est-ce que le plus grand danger, c'est qu'il ne rend pas idiote une nation qui s'y consacre à tel point. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que nous avons tellement investi dans le nucléaire en France. On le voit bien avec l'EPR qui n'en finit pas d'augmenter ses devis, etc., de retarder. Alors bien sûr, ça développe des technologies sûrement qui nous seront salutaires dans quelques temps. Mais en même temps, on a tellement investi que finalement, on laisse assez peu d'espace aux énergies renouvelables. Jean Jouzel. Oui, c'est ce qui s'est passé. Enfin, moi-même, je suis au CEA depuis
maintenant 50 ans, donc, mais c'est réellement ce qui s'est passé, ce qui a amené à ce que la France produise 80% de son électricité, son électricité par le nucléaire. Voilà, le CEA, le donc, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc je pense que, disons, ça a fonctionné relativement de façon satisfaisante, mais effectivement, ça a nuit au développement des énergies renouvelables. Et on le voit bien, et quand on regarde le niveau mondial, alors le nucléaire a cet avantage avec le renouvelable de ne pas trop... disons, de ne pas émettre de gaz à effet de serre, mais au niveau planétaire, c'est clair que le potentiel, eh bien, c'est vraiment du côté des énergies renouvelables. Et je pense, j'ai été co-rapporteur de la loi sur la transition énergétique au titre du CESE, j'ai dit que la loi était équilibrée, c'est-à-dire je pense qu'il faut absolument développer les renouvelables en France, disons au rythme qui est maintenant, d'ailleurs c'est là où on a du retard, et qu'effectivement, on a fait un choix qui a laissé un peu les renouvelables de côté. Et quand je suis arrivé au CEA, dans les années 60, à la fin des années 60, on travaillait déjà sur l'hydrogène et tous ces projets ont été arrêtés à l'époque pour... voilà. Donc oui, il faut cet équilibre. Enfin, en tout cas, il faut certainement un développement des renouvelables parce qu'au niveau planétaire, c'est là où les grands développements se feront en Afrique, je l'espère, et dans les autres pays. Un engagement et une invitation à agir. Vos mots, Jean Jouzel, dans Climat passé, Climat futur, qui vient de paraître au CNRS Éditions dans cette toute nouvelle et belle collection de vive voix, les grandes voix de la recherche. Parce que je rappelle que vous êtes, avec Claude Lorius, un médaillé d'or du CNRS. C'était en 2002 pour vos recherches, votre engagement. Merci pour ces mots. Il y aurait encore beaucoup de questions à vous poser. Merci à vous, Philippe Torreton, d'être resté avec nous. Je rappelle que vous serez bientôt sur la scène de la Scala à Paris pour la vie de Galilée de Bertolt Brecht. Tout de suite, c'est le premier rendez-vous de l'année avec la médiatrice des antennes de Radio France. France Culture, il est 13h22. Merci beaucoup. Et comme un jeudi sur deux, Emmanuelle Davier est là. Bonjour. Bonjour Olivia. Vous recevez aujourd'hui Sandrine Trainard, la directrice de France Culture. Bonjour à vous. Bonjour Olivia. Sandrine Trainard, bonjour. On commence avec Francine. Elle écrit « Je regrette que la matinale de France Culture soit devenue cet été le support de la parole militante. Je vous invite à écouter l'émission consacrée à la migration ou celle sur les violences policières. Cette radio doit être celle du débat et de la confrontation des idées. Cette vision univoque de la réalité est stérile et navrante. Alors c'est un point de vue partagé par Jocelyn. Je suis en train d'écouter le temps du débat. Je constate que vous offrez une tribune toujours aussi large à des contestataires de l'ordre public et tout cela sans aucune réplique ou point de vue différent. Est-ce cela que l'on appelle le débat ? Sandrine Trainard, quelle est votre conception du débat donc sur l'antenne de France Culture ? Bonjour Emmanuel et bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Alors, vous prenez, en l'occurrence, Francine et Jocelyn prennent des exemples qui sont des exemples un peu particuliers, un peu compliqués. Si on prend celui des violences policières, par exemple, je pense effectivement que c'est un sujet compliqué, puisque c'est un sujet où, en fait, s'oppose d'un côté, grosso modo, le ministère de l'Intérieur et les autorités compétentes en matière de police, et de l'autre, des journalistes comme Diane c'est drôle, Diane Dufresne. David Dufresne. est bonne. David Dufresne qui fait le travail du journaliste sur la question des violences policières. En fait, on est d'une certaine manière un peu front contre front, avec très peu de nuances ni d'un côté ni de l'autre. Et du reste, je serais ravie que le ministre de l'Intérieur vienne répondre aussi sur l'antenne de France Culture aux questions que les journalistes, en l'occurrence qu'un journaliste comme David Dufresne peut lui poser. Il y a eu une émission cet été, et je pense que si je pointe ces deux-là, c'est parce que c'est vraiment des questions où on est front contre front, alors que ce n'est pas vrai sur des tas d'autres sujets. Je crois que cet été, Benoît Bouscarel, après Olivia Gesbert, a animé des matins d'été tout à fait variés et pluralistes, et je vais y venir, c'est vraiment ma conception du débat. Mais le 31 juillet, je crois que l'auditrice fait référence à cette émission, il y avait effectivement David Dufresne, mais était discuté avec David Dufresne un historien de la police républicaine
jeune qui s'appelle Arnaud Hout. J'ai tout à fait écouté cette émission et je suis beaucoup moins dur que cette auditrice. Je trouve que l'historien amenait de la complexité dans le traitement du sujet, même si, et c'est probablement à ça qu'il fait référence, il pointait le fait que la police des polices était très souvent de fait engagée dans une forme de parti pris, et il posait la question du statut de la police des polices. Mais pour autant, il était assez mesuré. Donc je pense que, évidemment, que notre rôle sur l'antenne, notre rôle de service public, c'est de donner la place à un débat réellement pluraliste, réellement contradictoire, et que nous pouvons d'ailleurs accueillir sur l'antenne des gens et des points de vue dès lors qu'ils respectent l'esprit de la loi, des gens et des points de vue qui ne défendent pas forcément les valeurs que nous défendons dès lors que nous donnons à entendre la réplique, comme dirait un de nos camarades. Alain Finkielkraut. Alors, on poursuit avec le message de Nicole. J'ai bien écouté Sandrine Trainer qui présentait l'autre matin la grille de rentrée et j'attendais qu'elle annonce enfin le retour des papous ou de leur substitut, l'épingle du jeu. Eh bien, j'ai été déçue. Pourtant, je me rappelle que la directrice de France Culture avait précisé qu'elle étudiait la mise en place des nouveaux papous. Je crains que cette émission mythique passe définitivement à la trappe et je suis en colère. De son côté, Brigitte se dit déçue de la disparition à peine née de l'épingle du jeu. 4 émissions de qualité et puis plus rien. Quelle est la raison de cette brutale disparition ? Non, alors, pas du tout, il n'y a aucune brutalité là. C'était une émission d'été. Une émission d'été disparaît brutalement comme l'été disparaît brutalement et laisse la place à l'automne. Oui, nous travaillons sur des projets de suite. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé ces projets suffisamment satisfaisants pour donner lieu à, vous savez, 44 émissions. Là, en fait, c'était pas 4 émissions, c'était 8 heures d'antenne. 44 émissions toute l'année. Cela doit obéir à un certain nombre de conditions dont nous avons vraiment pensé qu'ils n'étaient pas encore réunis. Vous n'avez pas encore le concept. À travailler. D'accord. On n'y est pas encore. On continue à travailler. Donc vous redonnez espoir à des milliers d'auditeurs et d'auditrices. J'espère, de la même façon que j'espère que nos nouveaux rendez-vous d'antenne, et je pense au temps du débat d'Emmanuel Laurentin, nourri des sciences humaines et sociales, véritable débat d'idées sur l'actualité, de la même façon que... Et je pense à Jean Jouzel qui est avec nous, qu'Hervé Gardette va tous les matins faire à 8h45 dans les matins de Guillaume Erner une chronique autour des questions, des enjeux de la transition et de la transition écologique. Et je crois que nous allons réussir à faire la démonstration de l'ouverture qui ne doit pas être un slogan mais une réalité. Nous ne sommes pas une antenne militante, nous sommes une antenne où on essaye de donner à entendre, à comprendre, ensuite aux auditeurs de se faire leur propre point de vue. Un mot pour terminer, vous avez cité Emmanuel Laurentin. Alors après la fabrique de l'histoire, c'est à Xavier Mauduit qu'il revient cette année de s'emparer de l'histoire sur votre antenne chaque matin. C'est une autre nouveauté de votre grille. En un tout petit mot, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne dans quelques secondes. Sandrine Trainer, s'il vous plaît. Oui, oui, Olivia Gesbert. Oui, une nouvelle émission qui s'appelle Le cours de l'histoire. Je crois que son nom dit quelque chose de l'intention. C'est-à-dire, il s'agit vraiment de rentrer dans le récit. Dans le récit de l'histoire, dans le récit du cours de l'histoire. Xavier Mauduit est historien. Agrégé et docteur en histoire. Exactement. Nous avons pensé qu'avec Anaïs Hien, qui faisait partie de l'équipe d'Emmanuel Laurentin, il était particulièrement bien placé pour remplacer cette émission qui a eu 20 ans et nous souhaitons 20 ans au cours de l'histoire. Merci Sandrine Trainer. Merci beaucoup à toutes les deux et à toute l'équipe de la Grande Table à la réalisation aujourd'hui. Éric Lancien avec à la technique d'Alia Yaa et à la vidéo Jordan Fuentes. Rendez-vous demain pour une dernière Grande Table de la semaine.